Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S310 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 2 décembre 2021. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Sony et sa gamme de boîtiers plein format photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image. Nous sommes toujours avec les journalistes Bruno Labarbère et Pierre-Marie Salomès du magazine Chasseur d'images pour notre grande sélection des meilleures optiques hybrides 2021. Bruno, Pierre-Marie, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelque sorte l'essentiel des informations à retenir de notre discussion, qu'est-ce que ce serait ? Bruno, c'est toi qui commences. Je dirais que ce que l'on en retient, c'est que l'hybride est mûr. Ce qu'on lui reprochait il y a encore pas si longtemps, c'était de ne pas avoir assez d'objectifs. Et là, la discussion a bien prouvé que dans toutes les gammes, toutes les montures, toutes les tailles de capteurs, on était capable d'aller du très grand angle au téléobjectif. Donc, pour les personnes qui étaient encore réticentes à l'idée de passer sur ce genre de boîtier, ça fait un contre-argument à moins. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Une deuxième très bonne nouvelle, c'est que pour la plupart des montures et des tailles de capteurs, on a à la fois les objectifs des constructeurs et les objectifs tiers. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que que vous ayez un budget de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros, vous finirez par trouver votre bonheur. Et pour la deuxième, je ne volerai pas à Jean-Marie son propre argument des objectifs avec un range allongé et peut-être des ouvertures plus faibles qui permettent d'envisager des achats qu'on n'aurait pas fait avant. Mais là, je préfère laisser la main du coup à Jean-Marie. Pierre-Marie, désolé Pierre-Marie. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que sur cette année, ce qu'on peut remarquer, on l'a dit tout à l'heure au début, c'est que commence à y avoir un enrichissement de la gamme optique et donc une diversification avec des objectifs qui sont un petit peu moins chers, même si ça reste encore cher, parce que quand même l'hybride, par rapport au réflexe, l'hybride est quand même beaucoup plus cher encore en ce moment au niveau des tarifs. Le marché en repli explique cela. Il y a moins de pièces à vendre et forcément, voilà, quoi. C'est pas compliqué à comprendre. Donc, je pense qu'on va pas s'en aller vers une diminution des tarifs. Donc, c'est très bien, moi, je pense, de voir arriver des objectifs qui soient un petit peu moins chers. Alors, un petit peu moins ouverts pour certaines, mais c'est des compromis qui sont intéressants. Surtout que les hybrides, comme on l'a dit, sont pratiquement tous stabilisés, donc ça permet de compenser un petit peu les flux de bouger de l'opérateur. Et puis oui, moi c'est vraiment ça que je retiens avec l'arrivée à l'hybride, c'est que moi en tant qu'expert, jamais je serais allé sur un 24-200 et finalement je me dis, oui, c'est pas forcément bête. J'ai mon 24-200 pour aller me promener, pour aller en voyage, pour faire une sortie du dimanche sans trop me prendre la tête, et puis je m'achète un petit Viltrox 80 parce que il me plaît bien. Je m'achète un petit Samyang 24 mm, pas très cher. Je tente le coup. De toute façon, en investissant peu, on risque pas grand-chose. On peut le revendre d'occasion. Je pense qu'il faut aussi pas se précipiter. C'est l'idée de se dire, à 24-200, bon, on voit si on débute, bien sûr, si on débute, on voit ce qu'on fait, on voit les focales qui nous intéressent, on voit ce qui nous plaît, puis après, on regarde. Et puis, on choisit en fonction de sa pratique. Voilà. Et surtout qu'on peut le compléter, ce genre de zoom, avec des focales fixes. Et ce qu'on peut dire aussi sur toute l'année, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de focales fixes qui sont sorties. Particulièrement, il y a une sorte de retour de ce type de focale pour apprendre. C'est pas mal aussi, pour se faire l'œil. Moi, je recommande souvent ça aux gens. Quel est l'acteur finalement hybride qui propose le plus de choix d'optique, le système ? C'est toujours... Alors, c'est pas forcément Sony lui-même, mais en tout cas, la monture Sony FE, c'est de très très loin la plus fournie. Il suffit de regarder n'importe quel site marchand. Dès qu'on clique sur l'onglet Sony FE, il y a tout de suite 14 pages d'objectifs. Quand on clique à côté sur, au hasard, Canon RF, il y a 2 pages, 3 grand max. C'est un avantage et c'est aussi un énorme inconvénient parce que quand on se retrouve avec 14 variantes autour de 50 mm qui vont de 150 à 4000 euros, la personne qui veut s'équiper, c'est pas forcément toujours qui fait quoi, pourquoi, comment c'est justifié. Voilà, c'est un piège. C'est un piège. Mais au moins, il a le choix. De toute
toute façon, ça a toujours été la stratégie de Sony d'ouvrir quasiment dès le début les caractéristiques de cette monture E. Alors Fujifilm vient de le faire. On attend maintenant du coup un peu au tournant Canon et Nikon pour voir s'ils vont ouvrir un petit peu leur système pour que des constructeurs tierces proposent des objectifs compatibles. Benjamin, il y a encore des choses en optique réflexe ou c'est complètement terminé? Bien sûr qu'il y a plein de choses. Et puis, il y a encore des manques, du coup, sur les hybrides qui peuvent être comblés avec des optiques réflexes. Ceux qui aiment la bascule et décentrement, par exemple. Chez Canon, dans la monture L, il y a de super modèles, un 17, un 24 mm de mémoire. En macro, il y a encore des lacunes chez certains. On commence à voir arriver des optiques macro. D'ailleurs, chez Canon et Nikon cette année, il y a eu des très beaux 105 mm, on n'en a pas parlé. Enfin, un successeur du 100 mm sériel et un successeur du 105 mm micro AFS qui fait bien le job, avec un petit 50 aussi chez Nikon. Mais par exemple, chez Lumix en monturel, il n'y a toujours pas d'optique macro, ça c'est une lacune. On trouvera le 105 macro Sigma, série Art, qui est très très bon. Donc oui, les optiques réflexes, elles sont toujours là. Et puis pour ceux qui ont des Pentax, heureusement. Ça marche bien toujours l'utilisation d'objectifs réflexes Canon et Nikon sur des hybrides avec l'utilisation de bagues d'adaptation? Si tu restes de la même marque, oui. Si tu restes avec une bague FTZ pour mettre des objectifs Nikon réflexes sur des boîtiers hybrides Nikon, ça marche. Les bagues Nikon EF vers RF marchent bien et en plus elles sont très intelligentes. C'est l'idée géniale de Canon de ces dernières années de faire 3 bagues, une qui fait une pure connexion électromécanique et une autre qui permet de rajouter une petite bague paramétrable de fonction et surtout la plus géniale c'est celle qui permet de mettre un filtre ND ou un filtre polarisant et ça alors c'est probablement breveté pour le coup mais je comprends pas pourquoi tout le monde ne propose pas ça et c'est absolument fantastique. Par contre il y a des montures qui manquent clairement de bagues. La monture L, moi je cherchais l'autre jour, il y a encore presque rien en monture L ou alors en très cher et Bah, il y a une bague qui va de Canon EF vers L, il me semble, proposée par Sigma. ouais, il y a ça, Oui, mais oui, oui. comme tu vois, j'aime bien utiliser des vieux objectifs sur les hybrides. Mm. En monture E, tu as absolument de tout vers tout, même des objectifs, même des montures qui n'existent plus depuis 50 ans. En monture Z, t'as pas grand-chose, en bague. En monture RF non plus, mais en monture L, c'est le désert à part nouveau flex. Et tu as raison de souligner la pertinence des différentes bagues pour le système RF. Là, il y a Nikon qui vient d'annoncer un FTZ2. Nous, on ne l'a pas encore testé, mais il faudra voir ce que ça donne. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a sûrement un public pour ce type d'accessoires. Et perso, je voulais juste ajouter un petit truc, mais j'ai pu tester le R6 avec une bague, du coup, et le 100-400 prévu pour les réflexes, version 2. J'ai été étonné, en iServo, donc équivalent autofocus avec suivi chez d'autres marques, de la qualité du suivi et des résultats avec cette optique-là. Franchement, c'est vraiment étonnant. Bon, on va rêver un peu maintenant et puis on va essayer de passer à la catégorie des coups de cœur. Pierre-Marie, Bruno, Benjamin aussi évidemment. Quels seraient vos coups de cœur, toutes marques confondues, tout budget confondu, dans ces 3 catégories de focales qu'on a évoquées, à savoir les grands angles, les focales standards et les téléobjectifs. Pierre-Marie, est-ce que tu veux commencer? Ouais. En longue focale, moi, c'est le 200 Fuji, le 200 F2 Fuji. Mhm. Il est étonnant, rien que de l'avoir déjà le concept lui-même de cette grosse bestiole montée sur un capteur APS-C avec des résultats évidemment au niveau du prix, hein, il vaut 6 000 €, donc ça serait dommage quand même qu'il soit pas bon. Mais c'est un objectif qui est vraiment atypique dans la gamme, et moi il me plaît bien. On l'a testé et je l'ai utilisé un petit peu sur le terrain. C'est une focale qui est un peu mon coup de cœur C'était pas cette année, hein, il était déjà sorti avant. Mhm. Mais voilà, en longue focale, c'est ça. Et en focale standard et grand angle? Alors en focale standard, là j'ai pas de, on va dire là je suis pas tout budget. Moi là j'aime bien les trucs pas chers, donc le petit 20-4 là, le nouveau d'OM System d'Olympus. Je trouve que c'est un chouette petit truc. Voilà, il me plaît bien, je l'ai essayé.
Là, le 40 mm est à la mode en ce moment, hein, ça vient du monde de la vidéo. Là, tous les vidéastes utilisent le 40, donc un petit peu dans toutes les gammes, on retrouve le 40 mm. Et je l'ai utilisé, je trouvais qu'il était vraiment intéressant à utiliser. Le boîtier est petit, on l'emmène partout. On redécouvre une façon différente de filmer. C'est pas un 35, c'est pas un 50. Donc voilà, c'est un peu mon. Moi aussi, ça m'a fait du bien. Je me suis retrouvé, tiens, à changer un petit peu ma façon de voir en travaillant en 40 mm. Donc c'est lui, c'est le 21-4. Et pour terminer, Voilà. en grand angle? En grand angle, là, j'ai pas trop de coup de cœur parce que je trouve que c'est des outils qui se ressemblent tous, donc ils sont tous bons, Ok. ils sont tous, voilà, ils sont pas, pour moi, ils sont pas personnalisés, enfin, ils sont pas, comment on va dire, ils sortent pas de l'ordinaire, donc voilà, j'en prends un, ça me va, voilà. Ça marche. Bruno, tes coups de cœur? Je n'en ai pas en téléobjectif parce que D'accord, tu c'est as le vraiment droit. des focales qui ne me parlent pas. Euh, je sais pas quoi en faire. Enfin, quand on me les fait tester, je les utilise, mais je- comme je suis trop habitué au 50 mm, j'ai du mal à regarder des sujets qui sont à plus de 3 mètres. Euh, mais en coup de cœur, j'ai beaucoup aimé le 40 mm f2 de Nikon. Moi, je trouve ça cool. Désolé, hein, c'est le retour des 40 mm. Et aussi, en F2, le 24 mm chez Sigma. Mhm. On reste sur des objectifs qui sont compacts, qui sont encore suffisamment lumineux et qui ne coûtent pas trop cher. Et qui coûtent moins cher que les boîtiers sur lesquels ils sont montés. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais si on parle de vrai coup de cœur, budget illimité, euh, une marque que j'affectionne beaucoup, c'est Leica, qui cette année a sorti un Summicron 35 mm apo asphérique, qui ne coûte que 8000 euros si ma mémoire est bonne, et qui a un truc génial, c'est que la mise au point minimale est à 30 cm. Ce qui a l'air de rien comme ça, mais normalement les objectifs télémétriques, ça va jusqu'à 70 cm, après on a des problèmes de triangulation, et là ils en ont fait un qui descend à 30 cm, donc ils ont bien... Soit ils nous préparent un truc, par exemple un M11 qui serait capable d'aller jusqu'à 30 cm, soit ils ont vraiment bien intégré le fait que leurs objectifs étaient utilisés sur autre chose que du M. Et par contre, ils n'ont toujours pas intégré qu'on n'ait pas tous 8000 euros pour un 35 mm. Bon, Ça ça, marche. c'est la vie, on va dire. Merci Bruno. Et toi, Benjamin, tes coups de cœur? Ah, le coup de cœur cette année, il est totalement déraisonnable. Alors, c'est pas du 8000 balles, comme vient de le dire Bruno, mais enfin, c'est assez déraisonnable pour une focale fixe téléobjectif. C'est un 135 mm f1.8 G-Master que j'ai testé avec l'Alpha 7 IV. Donc, c'est pas une optique qui est sortie cette année. Mhm. Elle vaut 1800 euros. Mais c'est vrai que j'ai rarement éprouvé un tel plaisir à utiliser une longue focale. Et la qualité des images obtenues m'a subjugué. Et dans les focales standards et les grands angles, t'aurais des petits chouchous? Ouais, je vais rapidement citer aussi le 100-400 que j'aime beaucoup de manière générale, comme plage de focale pour les télés, très polyvalente. Et dans les standards, ouais, en APS-C, j'ai envie de reciter le 23 mm f2 de Fuji. C'est vraiment il y a toute une série de focales fixes qui est très sympa. Tout comme le 35 mm f1.8 chez Lumix, qu'on trouvera aux côtés de trois autres optiques qui ont exactement les mêmes gabarits. Donc si vous voulez investir, si vous faites de la vidéo, vous voulez calibrer votre poignet stabilisé, vous pouvez calibrer un 24 mm et vous pourrez ensuite monter sans refaire les réglages, un 35, un 50, un 85, un 8, c'est pas mal. Ça fait gagner du temps. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications.